Merci d'être là. Merci à ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Pour prendre un petit moment pour parler des rites anciens qui appartenaient à l'ancien temps, au temps où l'être humain était proche de la terre, proche de la nature. Peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Farida. Et il y a à peu près une trentaine d'années, j'ai rencontré certaines traditions anciennes, essentiellement des États-Unis, et l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Au contact de ces populations, j'ai intégré un certain nombre de valeurs, d'apprentissage intérieur. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un petit morceau de ce qu'on appelle les rites dans les traditions anciennes. J'ai marqué rite de passage parce que c'est quelque chose qu'on connaît assez, bien qu'il y ait des personnes qui m'ont dit « Ah, si tu vas parler de ce qu'on fait quand on est mort », c'est pas que ce passage-là. On va voir tous les différents passages qu'on vit dans notre vie. Mais quand on va parler de rite de passage ou de rite de cohésion, on parle du changement. C'est-à-dire que c'est tout ce qui a à voir avec le changement. Les rites, ils sont nombreux, mais là aujourd'hui on va se cibler essentiellement pour rite de passage, rite de cohésion. Ça va beaucoup tourner autour du changement. Pourquoi le changement était important dans les sociétés anciennes? Parce que c'était une zone de fragilité pour l'ensemble du groupe, et ensuite on va voir individuellement dans ce que chacun traverse. Les changements étaient des périodes de fragilité, donc il fallait organiser une cohérence autour de ce changement pour ne pas se désintégrer en tant que tribu, que communauté, que village, mais au contraire prendre de la force. Donc on a ces changements qui viennent d'où? D'abord de l'extérieur, c'était les grands changements climatiques, les changements bien sûr au niveau des saisons, tout ce qui avait à voir avec le monde extérieur, qui faisait que tout d'un coup on avait une certaine cohésion et quelque chose d'extérieur venait et amenait du changement. Donc autour de ce changement, il fallait se regrouper et tenir le coup. Donc là, on a un certain nombre de rites que j'appelle les rites de cohésion, qui permettent de ramener la communauté, la société, ensemble autour du changement. Bien sûr, quand on est dans ce temps-là, dans ces temps anciens, le lien avec la terre, le lien avec la nature est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on va parler des rites très anciens qui commencent même au niveau de Néandertal. Donc ça ne se posait pas la question, on était en lien avec la terre, on était en lien avec la nature. Donc tous les rites inscrivaient l'individu dans un changement, mais l'inscrivaient aussi dans un changement lié à la terre et un changement lié au cosmos. C'est-à-dire qu'au fond, on suivait les changements, les modifications de la Terre, et autour de ça, on s'y regroupait. Dans les sociétés celtiques, c'est-à-dire à peu près tout le continent européen, on a un climat continental, donc on va avoir les 4 saisons, c'est-à-dire les 4 moments où la Terre est en changement. On va avoir des rites de cohésion qui étaient au solstice et aux équinoxes. Dans les populations qui vivent au niveau de l'équateur ou qui ont moins de changements de saison, on va avoir surtout le passage hiver-été, été-hiver, même si c'est moins marqué en tant que hiver et été, mais on va avoir une saison, soit saison sèche, soit saison de mousson, soit la saison avec les fruits, la terre, le moment où la terre donne, et puis les moments où c'est plus
la saison plus ou moins sèche. Hein. Donc il y a toujours au niveau de la Terre ces différentes stations, hein, ces différentes saisons, stations c'est en espagnol, ces différents passages. Chez les Celtes, en plus des 2 solstices et 2 équinoxes, on avait les 4 fêtes principales, qui était la première qui était à la fin octobre, au début novembre, hein, qui est la fête de Samaï, où en fait là on était dans le changement au niveau de la lumière, la descente de l'énergie, le moment où la lumière descend le plus. Et là on avait donc des rites très spéciaux autour de ce moment. En général on éteignait l'ancien feu et on restait une nuit sans feu et puis on redémarrait un nouveau feu pour montrer de nouveau le lien avec la lumière qui tout doucement descend. C'était un moment, vous connaissez bien parce qu'on y a maintenant greffé Halloween, c'était le moment aussi où on pouvait communiquer avec les ancêtres. Ensuite, dans les grands rites de cohésion, il y avait chez les Celtes la fête de début février, hein, qui est à peu près au début février, qui est Imbolc, hein, qui est le moment où la terre va commencer à se réveiller. C'est les dernières neiges, c'est la sortie un peu des premières fleurs. Et là, c'était beaucoup des rites dédiés à la mère terre. C'était souvent des rites guidés par des femmes. Et là, on avait vraiment cette naissance, hein, de nouveau de la lumière qui va remonter. C'est à peu près là que les Chinois mettent le nouvel an. Donc ça correspond pour eux, hein, aussi à cette montée de la lumière. Ensuite, on avait vers le début mai toutes les fêtes de Beltane, hein, là où on est vraiment la floraison, hein, le début de tout ce printemps qui va se manifester. Et là, c'était les grands rites aussi autour de la sexualité. On est dans la représentation de l'énergie du soleil, de l'énergie de la terre, et comment les deux s'unissent pour donner tout ce qu'on va connaître, hein, toutes les semences qui vont pousser. Donc là, on avait des rites spéciaux autour de la sexualité. C'était souvent le moment pour les jeunes garçons, les jeunes filles en âge d'avoir de la sexualité, d'être envoyés un peu dans la forêt comme ça et de pouvoir avoir des jeux de séduction, et des jeux sexuels. Et puis on termine tranquillement avec début août, hein, vraiment la fête de la lumière, hein, la fête de Nazad, hein, la fête de la lumière, où là on célèbre les moissons. C'est vraiment le moment où on va festoyer, célébrer les moissons. Donc c'était toujours des moments, hein, par exemple dans ces groupes-là, où à ces changements de saison, on se regroupait. Et bien sûr, il y avait un lien complètement avec la Terre, avec le cosmos. On inscrivait ce changement intérieur avec le changement extérieur. Le rythme intérieur qui nous habite, en tant qu'être humain, est un rythme qui est gravé sur le rythme de la Terre. Actuellement, on est inversé. C'est-à-dire qu'on prend nos vacances en été, alors que chez les peuples anciens, c'était le moment où il fallait le plus travailler, puisque c'était là où il y avait les moissons, et il fallait donner, hein, c'était le moment où la terre donnait, donc il fallait être là. L'hiver, au contraire, c'était le temps où la terre se reposait, et nous, dans notre organisme, on est supposé à ce moment-là, on a une énergie qui est plus basse, on a l'énergie vitale qui descend en hiver, donc on était censé se reposer en hiver. Donc on a notre rythme intérieur, c'est pour ça que j'ai aussi appelé spiritualité de la nature. C'est pas simplement la nature, la forêt, les arbres, c'est aussi notre nature intérieure. Donc dans notre nature intérieure, on est sans arrêt en changement. On n'a pas la même vitalité, on n'a pas le même sommeil, on n'a pas le même appétit en hiver et en été. Si on arrivait à respecter ce rythme naturel, ces changements naturels qui nous habitent, on se porterait mieux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On travaille beaucoup à l'intérieur, donc l'été, c'est normal, on a envie de profiter, d'être en extérieur. Donc on préfère prendre les vacances en été. Nos ancêtres, c'était l'inverse, hein, ils se reposaient l'hiver.
et l'été, ils étaient dehors et ils travaillaient. Que sont devenus les rites de... En tout cas, là, je parle un peu des rites de cohésion. Que sont devenus les rites de cohésion aujourd'hui? Ils sont encore là, hein, on a encore des rites de cohésion, mais ils se sont beaucoup éloignés de la nature. On verra hein, quand on va parler, est-ce que les rites doivent être religieux ou pas? Est-ce que les rites ont une fonction religieuse? On verra qu'à un moment, l'État... On part de petites cellules hein, qui petit à petit grandissent pour former des villages, pour former des villes, et ensuite à un moment dans l'évolution humaine, on a la formation des États. À un moment, l'État dira, on sépare la religion de l'État. Il y aura l'ère industrielle qui va faire que toute l'activité paysanne, l'activité agricole va énormément diminuer. Il va y avoir les grandes religions révélées qui vont prendre le dessus sur les religions anciennes et petit à petit, les rites de cohésion vont s'éloigner des rites naturels liés à la nature. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme rite de cohésion? On en a un en plein là en ce moment pour ceux qui aiment le foot. C'est des sortes de rites de cohésion, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une partie de la population qui se rassemble autour de ça. On a des fêtes tout au long de l'année qui sont devenues des fêtes liées à des faits historiques. En France, on a le 14 juillet, en Suisse, vous avez le 1er août, qui sont censés rassembler les individus autour d'un facteur commun. Mais c'est un facteur dicté par un État ou par une histoire. Mais ça n'a plus rien à voir avec notre nature intérieure. Ça, c'était un peu pour les rites de cohésion. Donc on pourrait dire que les rites de cohésion, ils nous embarquent un groupe entier, hein, tous ensemble, comment on vit le changement. Dans les changements, j'ai parlé des changements extérieurs, il y avait aussi, on va trouver beaucoup de rites de comment on gère l'arrivée d'un individu étranger. C'est-à-dire que là aussi c'est un changement. Tout d'un coup on a une société, un village ou une tribu qui a son fonctionnement et il y a un élément étranger qui s'approche. Danger, risque, déstabilisation. Donc, il y avait énormément de rites aussi de comment on accueillait l'étranger. Parfois on lui demandait de rester quelques jours, quelques semaines à l'extérieur avant qu'on l'introduise à l'intérieur du groupe. Parce qu'en même temps, l'étranger était celui qui amenait un facteur de déstabilisation, et en même temps, il amenait un certain pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il amène des choses nouvelles, il pouvait amener de la nourriture, hein, qu'on n'a pas chez soi, il pouvait amener un certain savoir. Donc à la fois, il y a l'envie de le recevoir, et en même temps, la déstabilisation qu'il peut apporter. Donc il y avait souvent cette mise en attente, hein, cette préparation, et ensuite ce qu'on va appeler les rites d'agrégation, c'est comment on le laisse entrer dans la communauté. Aujourd'hui, quand on reçoit un chef d'État de notre pays, ça va beaucoup plus vite. Hein. On ne s'imagine pas le mettre en attente à l'aéroport pendant quelques jours, le temps qu'on s'apprête à le recevoir. Ça va beaucoup plus vite et on verra que dans beaucoup de rites qu'on a d'une certaine manière conservés, on a de plus en plus éliminé les rites de séparation et les rites de purification et de mise en attente. Donc aujourd'hui, même vous, hein, même nous, quand on reçoit un invité, on le reçoit directement chez soi et on fait une fête, un repas pour le recevoir. Voilà, ça c'est un tout petit peu pour vous parler des rites de cohésion, comment on s'unit ensemble. Ensuite, les rites de passage, bien sûr, ça va avoir avec le changement qui se passe à l'intérieur d'un certain nombre d'individus du groupe. C'est-à-dire qu'on a les changements extérieurs, mais on a les changements qui se passent dans le groupe lui-même. Donc ça va être des changements liés à la transformation de la population à l'intérieur du groupe, ou à l'arrivée de nouveaux individus, ou des naissances,
Et puis ensuite, le fait qu'il y a des individus du groupe qui meurent, donc gérer aussi la diminution de la population vieillissante. Dans les rites de passage, on va toujours trouver essentiellement deux facteurs qui sont le rite de séparation et le rite qu'on appelle d'agrégation. Le rite de séparation, qu'est-ce que c'est? C'est je me sépare du groupe auquel j'appartenais avant. Par exemple, j'étais un bébé, maintenant je suis un enfant. Donc je quitte le monde des bébés et j'entre dans le monde de l'enfance. Où j'étais un enfant et maintenant je deviens un adulte. Donc il y avait tout un certain nombre de rites de séparation qui permettaient de vraiment marquer le fait que je lâchais une population. Les rites de passage, les rites de séparation, d'agrégation, ils sont interminables, tellement il y en a. Selon toutes les cultures qu'on va trouver, vous allez en avoir vraiment des très très différents. Mais on retrouve la plupart du temps le fait de devoir se séparer de là d'où on vient pour passer dans un nouvel état. Ça se fait comment? On va trouver tout ce qui a à voir avec le fait de couper quelque chose dans le corps. Tout simplement les cheveux, mais ça peut être couper un membre, couper certaines tribus en Afrique on coupe une phalange, ça peut être, vous connaissez bien la circoncision, l'excision, le fait de séparer, vraiment de marquer la séparation avec des empreintes au niveau du corps. Ça peut être des scarifications, ça peut être des coiffures très spéciales qu'on met en place. Donc c'est tout ce qui a à voir avec couper quelque chose. Ou mettre l'individu légèrement en écart de son groupe pour qu'il entre dans une phase entre deux. Okay. Et ensuite, après cette phase-là, on va trouver la deuxième phase qui est la phase d'entrée dans le nouveau groupe d'appartenance, qu'on va appeler la phase d'agrégation, c'est-à-dire que j'entre dans un nouveau groupe et il y a un certain nombre de rites qui me laissent entrer dans ce nouveau groupe. Ça fait du sens un peu pour vous, ça? Séparation, agrégation. N'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main, à me dire tiens, ça me fait penser à ça. Les anciens avaient compris que dans notre nature d'être humain, on n'est pas terminé comme ça, et puis toute notre vie, on vit avec le même corps, avec le même niveau d'hormones. Ils avaient bien compris qu'on est en perpétuel changement. Qui dit vivant, qui dit vie, dit changement, transformation. Vous voyez, ça là, on le laisse tranquille comme ça pendant 15 ans, 20 ans. Bon, c'est du bois, ça va se transformer un petit peu. C'est quand même un peu plus vivant que la chaise en métal, l'échelle en métal, là, par exemple. Vous revenez dans 20 ans, cette échelle en métal, elle sera un petit peu rouillée, mais elle sera la même. Si vous revenez dans 20 ans, je ne serai pas du tout la même. Et les arbres dehors seront différents. Et donc, la nature est en perpétuelle transformation. Et cette transformation, elle nous habite à l'intérieur. Donc les anciens avaient compris, eux aussi, que c'était des zones de fragilité, ces moments où on se transforme à l'intérieur. La plus grande transformation, et c'est un des rites les plus anciens qu'on connaisse, c'est la transformation finale, c'est quand on meurt. Donc les premiers rites funéraires remontent à peu près à moins 500 000 ans. Donc c'était vraiment des rites très 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 anciens. On retrouve les premiers accompagnements vers les morts où on leur brisait le crâne. Ensuite on a toutes les offrandes qu'on faisait, les poteries, les parures qu'on mettait autour des morts.
J'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de la religiosité du rite. C'était une époque où on n'avait pas le langage articulé. C'était une époque où on n'avait pas la capacité de concevoir. On était vraiment aux premières phases. On était dans la lalation, hein, on avait une manière de communiquer. Donc, ça nous amène vraiment à penser que face à la mort, il y a quelque chose qui nous élève. Ce rite, le rite funéraire, c'est le rite qui a le plus survécu. Quelqu'un qui n'est enterré sans aucun rite aujourd'hui, on dit qu'il est enterré comme un chien. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus de rite religieux, mais une petite chanson, un discours, des fleurs qui sont posées, tout ça c'est un rite. Quelqu'un de même athée ne refusera pas d'aller à l'enterrement, au rite funéraire de son meilleur ami. Donc c'est le rite le plus ancien, celui qui a le plus survécu. Et celui qui vraiment nous ramène à l'essentiel, hein, cette transformation définitive. Dans les sociétés anciennes, on ne met pas la naissance au début de la vie. Pourquoi? Parce que c'était des sociétés liées à la terre. La fleur, elle sort de la terre, on dit « Ah, c'est le début, c'est le printemps ». Rappelez-vous, le début de l'année, c'est avant. Le début de la vie, c'est quand l'enfant est dans le ventre. C'est quand il est dans l'obscurité de sa maman que la vie commence. Et ensuite, quand il sort, on dit que c'est sa naissance. Mais en réalité, le début de sa vie, c'est quand il est dans le ventre de sa mère. Et dans les religions de la nature, dans les religions de la terre, la vie, elle commence dans la terre. La graine, elle a plus de chances de pousser si on l'enterre que si on la pose en plein soleil. Donc souvent, et on retrouve ce rite funéraire qui est vraiment le premier rite, le rite le plus ancien. Ça nous ramène donc vraiment à ce lien avec la terre, que les choses commencent dans l'obscurité. Que quelque chose commence avant que nous, avec nos yeux et notre mental, on puisse le voir. Il y a une gestation. C'est pour ça qu'après les rites liés à la mort, on a les rites liés à la naissance. Dans beaucoup de sociétés anciennes, comment le dire, on ne parlait pas vraiment de réincarnation, je crois que les mots n'étaient pas aussi forts que ça, mais c'était beaucoup moins séparé le monde des morts et le monde des vivants. Ça veut dire qu'on pouvait avoir un ancêtre qui mourait, et puis quelques mois après, quelqu'un de la famille était enceinte, et c'était presque normal d'imaginer que dans cette personne, dans ce bébé qui allait naître, c'était l'esprit de l'ancêtre qui allait pouvoir entrer. Donc souvent on donnait le même prénom que cet ancêtre décédé. Ou bien on avait un rêve où l'ancêtre venait et disait « Moi j'aimerais bien revenir vivre là, dans ce bébé qui va naître ». Donc c'était beaucoup moins séparé les deux mondes. On pouvait même, on retrouve ça chez les Lakota par exemple, beaucoup, les Indiens des plaines d'Amérique du Nord, où on pouvait, un garçon, on pouvait l'élever comme une fille, parce qu'on avait eu un message de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère qui voulait se réincarner dans ce bébé. Alors c'était un garçon, mais ça fait rien. On l'habillait comme une fille, on lui donnait, jusqu'à l'adolescence, une fois qu'il était adolescent, on le libérait de cette charge. Donc dans les rites liés à la naissance, on a toujours aussi une phase de séparation. Vous allez retrouver ça aux étapes principales, qui sont beaucoup liées à couper le cordon ombilical, à faire quelque chose avec le placenta,
souvent, on ne laisse pas voir l'enfant au monde extérieur pendant plusieurs jours, et ça peut être parfois plus ou moins long selon les traditions anciennes. C'est une manière, une espèce d'état entre deux de nouveau. Hein. Il n'est pas encore complètement dans le monde des vivants, il est un petit peu encore dans le monde des morts. Qu'est-ce qu'on fait en général avec le cordon ombilical? Puisque c'est ça qui relie l'enfant hein, à l'ancien monde. On ne fait pas comme aujourd'hui, hein, où on le met dans les poubelles de l'hôpital. Hein. On le récupérait, c'était un lien. Le cordon ombilical est un lien. Donc on va continuer à lui donner sa fonction. Soit il est donné à un parrain, à une marraine, dans lequel on va fortifier le lien avec cette personne, hein, le lien de l'enfant. Soit on va le mettre dans un petit sac médecine, parce qu'il porte du pouvoir. Le cordon ombilical porte du pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il renvoie au fait que dans le ventre de la mère, il y a eu énormément de vivants. Jamais autant dans la vie d'un individu, en 9 mois, on va avoir une telle transformation. Donc il y a énormément de pouvoir dans le ventre d'une femme qui donne la vie. Donc ce petit cordon ombilical, il va quelque part porter la mémoire de ce pouvoir. Donc on le met dans un sac médecine, par exemple, que l'enfant pourra porter, ensuite l'adulte pourra porter. On le donne à un parrain, on le donne à une marraine hein, pour fortifier le lien. Le placenta, souvent on l'enterrait, c'était un rite aussi de séparation, hein, c'est-à-dire qu'on rendait, cette partie de la mère, on le rendait à la terre. Dans les rites liés à la naissance, donc on va avoir cette phase de séparation, de mise en attente, jusqu'à ce qu'il y ait le nom, le prénom qu'on va donner à l'enfant. Selon les sociétés, il y a plusieurs prénoms. Il y a le prénom usuel, celui qui va être utilisé par les membres de la communauté, et puis il y a le prénom secret, celui qui va porter la marque spirituelle de l'enfant et qui est souvent connu seulement des parents. Donc le nom, le fait de nommer l'enfant va être le premier pas définitif, enfin le début du premier pas, des premiers pas qui vont l'intégrer dans la société d'appartenance. Dans la voie rouge, hein, toutes les voies liées aux Amérindiens, on a la présentation de l'enfant. On présente l'enfant aux 4 directions. On le présente aux 4 directions. On le présente au soleil, on le présente à la lune, parce qu'on a bien compris qu'on est inscrit dans quelque chose de plus grand. Et qu'on a besoin d'être copains avec ces choses plus grandes. On a besoin de leur dire « Hé, regardez mon enfant, donnez-lui vos bénédictions. Toi le soleil, toi la lune, apporte-lui tes qualités. » Et les esprits qui sont aux 4 directions, venez apporter votre pouvoir à cet enfant. Donc il y avait vraiment cette présentation. En général, ça se faisait par les grands-parents. On a des rites hein, qu'on appelle ça les rites de baptême, hein, qu'on fait encore aujourd'hui, où les grands-parents présentent l'enfant au cosmos. Il y avait aussi des rites aux premiers aliments, quand l'enfant mangeait pour la première fois. On connaît l'importance de la nourriture hein, tout au long de notre vie. Donc il y avait des rites très précis. On ne donnait pas n'importe quelle nourriture, la première nourriture solide que l'enfant mangeait. C'était une manière de lancer une bonne relation avec la nourriture pour toute sa vie. C'était des nourritures qui étaient préparées spécialement pour lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste de ça? Le baptême, vous allez voir, hein, la plupart des religions révélées, donc ce que j'appelle les religions révélées, hein, c'est les religions qui ont été révélées par des prophètes, que ce soit le catholicisme, la religion musulmane, mais on peut aussi mettre le bouddhisme, hein, puisque ça s'appuie sur les enseignements de Bouddha. Donc toutes ces religions ont finalement
Vous voyez, si on prend la religion catholique, le cycle de l'année, il est donné par quoi? Il n'est plus donné par l'histoire de la Terre. Ça raconte plus l'histoire de la Terre. Ça raconte l'histoire de Jésus. Sa naissance, ensuite présentation au temple, etc. Donc on a greffé notre rythme sur le rythme d'un prophète. Alors que dans les sociétés traditionnelles, on était sur le rythme de la Terre. Pourquoi je disais ça? Oui, alors qu'est-ce qui nous reste du baptême aujourd'hui? Bien sûr, pour ceux qui baptisent les enfants, c'est souvent dans une religion révélée. On voit que les rites de séparation existent encore dans le judaïsme, dans l'islam, où il y a la circoncision. Mais dans nos sociétés occidentales, tous les rites de séparation ont disparu pour l'enfant. Très vite, on le montre à tout le monde. Au voisin, l'enfant est montré. Très vite, on lui donne un prénom. Par contre, on a beaucoup gardé les rites d'agrégation. On fait une fête. On célèbre sa vie. C'est un peu ça qui nous reste aujourd'hui avec les naissances. Il y avait un rite qui était important aussi pour l'enfant qui était à 7 ans. Pourquoi 7 ans? Là aussi, les anciens avaient une connaissance de la nature qui nous traverse. C'est qu'à 7 ans, on a une transformation importante, c'est qu'on commence notre dentition d'adulte. Chez les Amérindiens, c'est le moment où on coupe les cheveux, donc c'est un rite de séparation. Les garçons et les filles gardaient leurs cheveux qu'ils avaient depuis la naissance jusqu'à peu près 7 ans. Et à 7 ans, on leur coupait les cheveux pour la première fois. C'est un rite de séparation sympa, plus sympa que la circoncision. Donc à 7 ans, il y a le tout début de ce qui va être ma mâchoire d'adulte. C'est le moment aussi où l'enfant peut concevoir. Il a une conception, il arrive à concevoir des choses qui ne se fait pas avant. Même si c'est un tout petit peu plus avant, ça correspond au moment où on apprend à écrire, où on apprend à lire. Donc les anciens avaient compris qu'à ce moment-là, il se jouait quelque chose au niveau de la nature de l'enfant. Il y avait des rites très spéciaux à ce moment-là, des rites où souvent il y avait une petite séparation, surtout avec la mère. L'âge des 7 ans, c'est l'âge où l'enfant a besoin de couper avec la mère et d'aller vers le père. De couper de la protection, de la sécurité de la mère et d'aller vers l'aventure un peu, qui était amenée par le père. Donc dans les sociétés traditionnelles, on avait des petits rites de passage à 7 ans, où l'enfant était emmené en forêt, la mère pouvait le pleurer, il y avait un détachement avec la mère. Des petites choses comme ça, qu'on n'a plus maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est un rite à 7 ans qui a disparu. Ce qui est dommage, parce qu'on est dans des sociétés où il y a beaucoup de familles monoparentales. Je crois qu'à peu près 85% des familles monoparentales, c'est la mère qui a la garde de l'enfant. Ça veut dire que le père peine à prendre sa place. Et là, à 7 ans, il y a vraiment un mouvement que les rites de passage marquaient beaucoup, c'est d'aller vers le papa, d'aller vers le solaire. C'est là où les petits garçons, ils ont envie de se sentir un peu forts. Alors on leur faisait des petits exercices, des petites pratiques, où on leur montrait déjà leur capacité intérieure. Le rite de passage qu'on réclame beaucoup maintenant, c'est le rite de l'adolescence. On le réclame beaucoup. Moi, je parle avec des enseignants qui disent « mais ça serait tellement bien s'il y avait des rites de passage pour les adolescents, si on retrouvait ces rites de passage pour les adolescents ».
les anciens avaient compris que l'adolescence était un passage très particulier, très fragile. Et on voit la fragilité des adolescents aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est le grand changement hormonal. Pour les sociétés anciennes, on ne parlait pas d'adolescence, on parlait de non-sexués et de sexués. C'était ça pour eux, l'adolescence. Le passage, c'était de passer d'un état où on n'a pas trop de caractéristiques sexuelles à un état où on va devenir sexuel, c'est-à-dire capable d'enfanter et de perpétuer la continuité de la société. C'est un moment de la vie où, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce que je crois qu'on l'a tous vécu, à part ils sont partis les enfants. C'est un moment où on a des grands élans mystiques. C'est un moment où on a envie d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, on a énormément d'énergie, on a envie de se donner dans quelque chose. On a envie bien sûr d'avoir toute la reconnaissance, hein, qu'on n'est plus asexué mais qu'on devient sexué. Le fait qu'aujourd'hui on n'a plus de rite pour accompagner les adolescents font qu'ils sont un peu laissés à eux-mêmes avec ce mouvement intérieur. Avec tout le risque qu'on connaît aujourd'hui de radicalisation, d'aller là où quelque part ils vont pouvoir mettre ces élans spirituels. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être élevé dans une famille athée ou religieuse. C'est un mouvement, hein, qui est à l'intérieur de nous et qui, à l'adolescence, a besoin de se trouver quelque part. D'où l'attirance pour les substances hallucinogènes, pour les groupes qui sont radicalisés, pour les bandes dans lesquelles justement, hein, les bandes de copains ou les bandes de quartier dans lesquelles il va y avoir des petits rites d'entrée. Il va falloir que je prouve quelque chose. Dans les sociétés traditionnelles, ces rites étaient fortement marqués. Il y avait vraiment un rite de séparation assez fort. C'est là où souvent on trouve les grandes scarifications au niveau du corps. Plus jamais tu n'auras le corps d'avant. Sexuellement, c'est vrai. La petite fille, elle va avoir des seins, elle va avoir des formes, elle ne retrouvera plus jamais son corps de petite fille. Donc ça, on le marque vraiment au niveau du corps, comme si on inscrivait matériellement ce changement intérieur. L'être humain n'est pas seul quand il vit ça, c'est l'importance de la communauté, du groupe. Il y a une structure pour donner place, hein, pour faire place à ce changement. Chez la jeune fille, c'est très marqué au moment où elle a ses premières lunes, ses premières règles, son premier sang. C'est très clair, hein, pour nous les femmes c'est très clair, le jour où on devient asexué, c'est-à-dire la capacité de concevoir est marquée par le premier sang. Chez les garçons, c'est moins clair. C'est pour ça que dans les sociétés traditionnelles, chez les garçons, c'est un peu flou, l'âge. Ça a souvent à voir avec la pilosité, la voix qui change. Mais chez la jeune femme, c'était beaucoup plus clair, bien qu'on ait certaines sociétés traditionnelles où, dès l'apparition des premiers saints, il y avait déjà des rites qui se mettaient en place. C'est-à-dire qu'on n'attendait même pas les premières lunes, c'était déjà l'apparition des saints qui marquait l'état de asexué. Et elle avait droit, par exemple, dans certaines sociétés, à des massages assez forts au niveau des seins. C'était important. Pourquoi? Parce que c'était sa capacité à devenir maman, hein, à devenir femme et mère surtout. La plupart des rites concernant les jeunes femmes avaient à voir avec leur fonction de mère plus tard. Donc bien sûr, on va trouver des rites de séparation, elles peuvent être isolées un certain nombre de jours. Souvent, elles sont enseignées par des anciennes femmes qui vont leur transmettre comment bien faire à manger, comment s'occuper d'un foyer. Donc elles reçoivent beaucoup des instructions par rapport à devenir mère. Les jeunes garçons, bien sûr, ça va avec les valeurs des sociétés anciennes, selon
les sociétés auxquelles ils appartiennent, c'est comment je vais devenir chasseur, guerrier. Donc ça va être de montrer toute ma force, mon habileté, mon agilité, tout ce qui va faire les caractéristiques dont je vais être porteur. Donc les rites, hein, vous connaissez, ils peuvent être de plus en plus, selon les sociétés, de plus en plus difficiles, hein, avec supporter la douleur, pour vraiment prouver que je deviens un homme. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces rites aujourd'hui? Des beuveries. Des beuveries. Moi, je crois que j'ai fait un rite de séparation, et je crois que vous aussi, certainement beaucoup d'entre vous, c'est qu'à un moment, on est parti en voyage. Parce que ces rites de séparation, ils sont là, hein, ce rite de quitter un état à un autre, ils sont inscrits dans notre nature. C'est pas quelque chose qui se passe dans notre tête, c'est donné par notre nature. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait à un moment? À l'époque, c'était partir en Inde. Donc je suis partie en Inde. C'est-à-dire j'ai coupé. Ça a été notre rite de séparation. Ça a été un moment partir, aller vers une autre culture. Aller chercher une autre forme de spiritualité, ou une forme de spiritualité si on n'en a pas eu dans son enfance. Aujourd'hui, c'est plus l'Amérique du Sud qui attire. Souvent les gens partent, c'est moins en Inde, hein. L'Inde a un peu baissé dans les rites de séparation. On part en Amérique du Sud, on part faire des études, hein. Les gens qui ne vont pas forcément pour un voyage spirituel, ils vont faire des études loin de la famille. C'est un rite de séparation. C'est un moment, mais c'est un rite qu'on vit seul. C'est quelque chose, on se débrouille avec ce qui se passe à l'intérieur pour lui donner une forme. Alors que les sociétés anciennes avaient amené ça sur un plateau. C'était obligatoire de le vivre. Qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui comme rite de séparation, un peu comme ça, profane? Bon, on a les bisutages. Quand vous entrez dans une grande école, vous avez des épreuves à passer. C'est des sortes de rites de passage. On a les rites qu'on voit dans les bandes, hein, les bandes de quartier, où il faut arriver à faire ceci, il faut arriver à faire cela, pour faire partie de la bande. Mais quand je reviens de mon voyage en Inde, voilà, il y a 2-3 personnes qui écoutent, qui regardent mes photos, mais il n'y a pas le rite d'agrégation, où on dit « Hé, Farida, tu as vécu ça, c'est super, tu as été là-bas, tu as été loin, tu es revenu, et on te célèbre. » Et on te reconnaît comme une femme maintenant. On regarde un peu les photos et puis c'est considéré comme des vacances ou des années sabbatiques. On verra tout à l'heure comment, parce que c'est un peu ça mon idée, hein, on est dans ce festival de la Nouvelle Terre, hein, comment on pourrait introduire ces nouveaux rites, comment on pourrait leur donner une nouvelle facette. C'est important parce qu'aujourd'hui, les adolescentes, quand vous leur dites on va faire quelque chose avec ton premier sang, tes premières lunes, elles vous regardent comme ça et elles vous disent moi ce qui m'intéresse c'est mon iPhone et faire une fête avec mes copines. On ne peut pas reprendre des rites anciens, spécialement ceux de l'adolescence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le masculin et le féminin, ça se mélange. Si vous dites à une jeune femme, on va te faire un rite initiatique, un rite de passage pour l'adolescence, on va t'enseigner comment être une bonne maman, et puis tes cousins, eux, ils vont aller dans la forêt, ils vont faire de l'escalade, ils vont passer une nuit dehors, elle va dire mais moi j'ai envie d'aller avec eux, c'est ça qui m'intéresse. Donc on va être obligé de se réadapter au fait que le masculin et le féminin, ça ne concerne plus les garçons et les filles, ça se mélange. On va devoir intéresser les adolescents.
D'accord? Je continue un petit peu. J'espère que j'aurai assez de temps pour... Je continue un petit peu en parlant du sang des femmes, hein, des jeunes femmes, très brièvement. Dans beaucoup de sociétés, elles étaient mises à part. Il y avait des rites de mise en marge. Hein. C'est un cycle que l'on vit, nous les femmes, tous les 28 jours. Hein. C'est un mini-rite de passage tous les 28 jours. Dans les sociétés de la Voie Rouge, hein, des Amérindiens, on a cru, du point de vue occidental, on a eu l'impression que les femmes étaient souvent exclues à ce moment-là. Mais en réalité, c'est des moments de repos pour elles. Dans le chemin rouge, on dit qu'elles sont très sacrées à ce moment-là. Donc elles étaient mises à l'écart, mais pour se reposer. On leur donnait des médecines à préparer, parce qu'elles étaient très sacrées, elles étaient pleines de pouvoir. Les hommes médecines leur donnaient leur sac qui était abîmé, et ils leur disaient, tiens, pendant cette période, tu me répareras ça, parce que tu es très sacré, et mon sac, il aura plus de pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces sociétés, c'est pas qu'il n'y avait pas de voiture. On était obligés de vivre tout le temps ensemble. Imaginez-vous 24 heures sur 24 avec votre mari ou votre femme, ou votre, même si vous l'adorez, il y a un moment. Hein. Donc quand la femme avait ses lunes, c'était le seul moment où elle avait le droit finalement de se retirer un petit peu. L'homme, il le faisait quand il partait à la chasse et à la guerre. C'était lui le moment où il partait. Donc c'était aussi des moments où on respirait dans le couple, dans la famille, hein, puisqu'il y avait aussi les enfants. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Pour la plupart des femmes, le rite des 28 jours, c'est d'aller acheter la boîte de tampons pour les serviettes. Mais si on écoutait ce rythme à l'intérieur de nous, on aurait le droit de se reposer. On aurait le droit de ne pas travailler. On aurait le droit d'être dans notre créativité. On aurait le droit de se retirer un peu de notre mari, de notre partenaire. Ok, j'avance un petit peu, parce que j'ai encore plein de choses intéressantes que j'aimerais partager. On arrive bien sûr après au rite de mariage, qui sont très très importants dans les sociétés anciennes. Pourquoi? Parce qu'un groupe va perdre un individu. Une famille perd un individu. La plupart des sociétés patriarcales, la femme allait rejoindre la famille du mari. Donc la famille de la jeune femme perdait un individu. On le reconnaissait ça, on reconnaissait que ça déstabilisait. Je pense que c'est là qu'on a commencé à introduire la dot. Le fait de dédommager la famille pour le fait qu'elle perdait un individu. Et la nouvelle famille qui accueillait une femme, elle accueillait un élément supplémentaire pour faire la cuisine, pour s'occuper du tipi, pour nettoyer. Donc elle gagnait en éléments. Donc là, on trouve beaucoup de rites qui sont aussi multiples, où on trouve des séparations, il y a des tabous alimentaires avant de se marier, où il y a beaucoup de signes qu'on abandonne l'ancienne vie. Et il y en a un que je trouve très sympa, c'est le fait d'injurier ses amis d'enfance. Une manière de vraiment dire, je suis plus une enfant maintenant, je vais fonder ma famille. Donc il y avait des rites où on injuriait, où on pouvait même frapper ses amis d'enfance. C'était tout le monde savait que c'était pour le rite, qu'on gardait son ami quand même. Mais voilà, c'était vraiment une manière de faire peur à l'enfance, de dire au revoir. Dans les rites de mariage, on a conservé les anneaux, les alliances qu'on porte aujourd'hui. Il y avait beaucoup de tout ce qui avait à voir avec le fait d'être lié à l'autre. Donc il y avait la confection d'objets
qui étaient des objets qui liaient soit des chaînes, soit des cordages, soit des cordons. Tout ce qui a à voir avec créer un lien. C'était pas un lien entre deux individus. Rappelez-vous, on est dans des sociétés anciennes, c'était un lien entre deux clans, entre deux familles. Donc il fallait vraiment, vraiment, vraiment le marquer ça. Et que ce soit des deux côtés. Et bien sûr, on a énormément de rites d'agrégation, c'est-à-dire quand on fait entrer la plupart du temps la jeune femme dans sa nouvelle famille. Donc ça a lieu à des fêtes, à des repas. Tout ce qui va être agrégation, c'est beaucoup aussi lié à la nourriture, aux cadeaux qu'on se fait les uns aux autres. Donc ça, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Le rite du mariage est quand même encore assez présent. Il n'y a plus tellement le rite de séparation. On enterre la vie de jeune fille. Ça, c'est un peu ce qui a survécu. On se fait une soirée entre filles pour dire ça y est, maintenant, je vous dis au revoir, les copines. Enterrement de la vie de jeune garçon, ça on le trouve encore. Et puis après, c'est beaucoup les rites de célébration aujourd'hui avec le mariage. Le premier enfant, on en a parlé. Dans les sociétés anciennes, les rites autour de la naissance concernaient beaucoup le premier enfant. Pourquoi? Là aussi, c'est parce qu'il faisait passer les parents d'un état de non-parents à un état de parents. Le deuxième, c'était moins important puisqu'on était déjà parents. Donc le premier, on le marquait beaucoup. Donc nous, on a aussi des rites où on peut reconnaître la femme qui est devenue maman. C'est-à-dire qu'on peut avoir des rites où elle est reconnue. Il y a une petite célébration, un petit rite, dans lequel les mamans, les femmes qui sont déjà mamans, l'invitent dans le groupe des mamans. Après les accouchements, il y avait des rites de purification qui permettaient, chez les Amérindiens, c'est beaucoup les huttes-à-sudation, les sweat lodges, qui sont des rites de purification et de guérison, qui étaient des espaces où on pouvait vraiment nettoyer les miasmes et les douleurs de l'accouchement. On va dans la loge et on transpire, on nettoie toutes les mémoires qui sont liées à l'accouchement. Ça se faisait quelques jours, quelques semaines après l'accouchement. Il y avait des rites de serrage aussi. La femme, au moment de l'accouchement, elle s'ouvre. Elle ouvre tout son corps pour donner vie. Il faut la resserrer après l'accouchement. Qu'elle se referme, qu'elle retrouve ses énergies à l'intérieur. Donc il y avait des rites de serrage. On ramenait le corps de la femme. Et tout ça, ça serait tellement bien aujourd'hui pour éviter le baby blues. C'est-à-dire que la femme, elle a mis au monde un enfant, on a vu ça avec nos ministres, nous en France. 3 jours après, elle était au Conseil des ministres. Rien ne s'est passé. J'ai donné vie à mon enfant, mais regardez, j'ai bonne mine, mon ventre est plat, je suis... Non, dans les sociétés anciennes, on n'était jamais comme avant. On ne revenait jamais comme avant. Mais comme on devenait, c'était honoré, ça avait une place. Donc les femmes, elles se retrouvent aujourd'hui avec un bébé, les hormones sont chamboulées, elles sont complètement ouvertes parce qu'elles ont accouché, il n'y a rien pour les refermer, il n'y a rien pour les aider à purifier ce qu'elles ont traversé. Et vers qui me tourner pour savoir comment prendre mon bébé, comment lui donner le sein. Alors si elles ont la chance, la maman est là, près d'elles, mais parfois les grands-parents vivent loin, ou ils sont coupés de leur famille. C'est des étrangers qui viennent leur apprendre ça. Et il faut apprendre vite. Si on ne fait pas bien, on a droit à une aide pendant 1 heure. Il faut qu'en 1 heure, j'ai appris tout ça. Ça va, ça fait du sens un peu pour vous tout ça? Les rites de la ménopause et de l'andropause étaient moins marqués dans les sociétés anciennes. Pourquoi? Parce que
On estimait qu'à une cinquantaine d'années, on a beaucoup moins besoin de reconnaissance. Si on en a encore besoin, c'est qu'on n'a pas vécu les premiers rites comme on aurait dû les vivre. Donc les rites de la ménopause étaient moins marqués. Pourquoi? Parce que ces personnes-là faisaient partie des anciens à ce moment-là. Donc ils faisaient partie de ceux qui faisaient vivre les rites aux autres. Donc leur fonction, elle se prenait automatiquement. Ils n'avaient pas besoin d'en faire des tonnes. Et ils n'en avaient pas besoin intérieurement, dans leur positionnement intérieur. Ça se faisait tranquillement. Tout d'un coup, les femmes avaient le droit de faire des cérémonies, ce qu'elles n'avaient pas le droit avant d'être ménopausées. Elles avaient le droit d'avoir une idée politique, à entrer dans... Donc on leur donnait tranquillement une place. Il y avait d'autres rites des rites de passage qui pouvaient être faits, mais ça c'est les principaux. Il y avait des rites qui étaient faits si une personne, par exemple, avait été décidée morte parce qu'elle n'était pas revenue de la guerre, ou elle n'était pas revenue de la chasse, on pensait qu'elle était morte, et puis tout d'un coup elle réapparaissait, et ça déstabilisait la communauté, on croyait qu'elle était morte. Il faut lui faire un rite de passage. Elle était dans le monde des morts et maintenant il faut la ramener dans le monde des vivants. Ça serait intéressant pour les gens qui ont vécu des comas, qui ont vécu des accidents graves, qui ont frôlé la mort. Il faut tout de suite ici qu'ils se réintègrent. Oui, s'ils ne se réintègrent pas, c'est parce qu'ils sont malades, ils ne sont pas encore bien. Pourquoi on ne leur offrirait pas des espaces comme ça où on leur redonne vie, on les aide à reprendre vie? Il y a une chose importante qu'il faut se poser avant de se dire comment on pourrait recréer ces rites aujourd'hui, c'est le rite doit-il être religieux ou pas? C'est comme si vous disiez aujourd'hui, est-ce que la charcuterie doit être salée ou pas? La charcuterie, elle était salée. La vie était spirituelle pour nos ancêtres. On ne se posait pas la question. Ces hommes et ces femmes faisaient partie prenante de la nature. Ils étaient inscrits dans les cycles de la nature. Leur vie était spirituelle en elle-même. Les premiers rites funéraires des hommes de Néandertal n'avaient pas à voir avec une conception. Tiens, là je suis bien, j'ai à manger, j'ai tué le gibier, ma femme va bien, tiens, je vais penser à Dieu. C'était quelque chose qui était instinctif chez eux. Et là, je me tournerai vers les travaux d'André Gernès, qui a beaucoup étudié ça, et il dit la spiritualité était instinctive avant d'être pensée. L'homme était instinctif avant d'être pensant. Là, on part du principe que la spiritualité est une fonction, comme respirer, comme manger. Quelle que soit la spiritualité, mais elle est quelque chose qui fait partie de nous. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais décliné tout au long de l'humanité. Il y a beaucoup de fonctions au fur et à mesure de notre évolution qui sont en récession. Des choses qu'on ne se sert pas. Et petit à petit, là, le dernier petit doigt là, de mon pied, il serre de moins en moins, donc il est de moins en moins mobile. La religiosité, elle ne s'est jamais éteinte tout au long de notre humanité. Quand on a essayé de l'éteindre, ça c'était à partir du 19e siècle, en France après la Révolution, on a commencé à dire ras-le-bol de la religion. Ils avaient raison, elle avait pris trop de place, trop d'autorité. Donc il y a des pays qui l'ont carrément interdite, comme en URSS ou même au Mexique. Mais on s'est rendu compte que les gens, ils se tournaient vers la voyance. Ils se tournaient vers les sciences occultes. Ils avaient besoin, quelque part, de mettre cette fonction
en lien avec quelque chose. Au Mexique, par exemple, vers 1910, on déclare interdite la religion. L'État est très anticlérical. 50 ans après, c'est de nouveau possible. 85% ou même plus de la population se réclame catholique. En URSS, c'est pareil. Ça a été interdit, mais ça a continué. J'espère ne pas vous choquer en disant ça. C'est envisager la spiritualité d'une autre manière. Pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui vient de l'intérieur. Quelque chose qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être nourri. Je vois des parents qui me disent « Je ne donne pas de religion à mon enfant, quand il sera plus grand, il choisira. » Ok. Je leur dis, c'est comme si vous disiez, je n'amène pas mon enfant ni à la mer, ni à la montagne, je ne veux pas l'influencer. Quand il sera plus grand, il choisira la mer ou la montagne. Comment peut-on choisir quelque chose dont on n'a pas goûté les saveurs? Ça vous fait réagir? Oui. Oui, vous aimeriez dire? Oui, parce que je me dis si c'est quelque chose d'intérieur, parce que ma maman par exemple me fait cette réponse-là. Quand je lui ai posé la question sur Dieu, et j'étais déjà baptisée, et elle m'a dit quand tu seras grande, tu feras ton choix. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Et en fait, moi j'étais sûre qu'elle allait me dire non, Dieu n'existe pas. Et là, cette réponse-là, je me suis dit ok, bon, alors on verra. Et comme justement sa spiritualité à l'intérieur, finalement les réponses je les ai toujours eues, j'ai pas besoin d'aller à l'église. Pour vous, ça s'est bien passé, on pourrait dire. Hein. Mais on imagine que beaucoup de personnes qui ne sont pas accompagnées dans cette fonction-là n'ont pas eu la chance de quelque part de le garder un petit peu en attente que vous y portiez un regard bienveillant. Hein, et qui se retrouvent à un certain moment avec, spécialement on parlait à l'adolescence, avec tous ces élans qui viennent de l'intérieur et on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà, je voulais vous livrer cette réflexion par rapport à... En tout cas, chez nos ancêtres, ça ne se posait pas la question. Ça s'est vraiment posé au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Hein. On a vraiment séparé les deux mondes. Mais chez les anciens, tous les rites amenaient aussi l'individu dans une élévation. C'est-à-dire qu'il y a une dimension horizontale où l'individu est accompagné dans ses transformations physiologiques, transformations sexuelles, transformations de classe à une autre classe, mais en même temps, il y avait ce qu'on va appeler les rites initiatiques, c'est-à-dire qu'il y a une élévation en même temps de l'individu. Et ça commence, l'individu est accompagné dans cette élévation. La transformation extérieure, la transformation, le rite, doit lui permettre aussi de vivre une transformation intérieure. N'hésitez pas à intervenir par rapport à ça, si vous voulez dire quelque chose. Donner un témoignage, partager votre avis. Comment on pourrait amener des rites de passage, des rites de cohésion aujourd'hui? Il y a beaucoup de personnes qui demandent ça. La première chose importante, il doit y avoir une communauté. Un rite de cohésion, d'autant plus de cohésion, mais un rite de passage, il ne peut pas se vivre tout seul. Spécialement quand on est enfant. Plus tard, c'est plus facile de le vivre seul. Mais dans toutes les sociétés anciennes, c'est toute la communauté qui était témoin.
Ça veut dire que si on veut réintroduire, si vous avez envie de réintroduire pour vos enfants des rites de passage, il faut vous relier à une communauté. Elle n'a pas forcément besoin d'être spirituelle ou religieuse. Ça peut être la famille juste elle-même. On rassemble tous les petits-enfants, les cousins qui ont le même âge et on leur fait vivre un rite de passage. Et nous, les adultes, les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, on est là en tant que communauté. Et on leur montre, on les aide à vivre ce passage. Pourquoi c'est important? Parce que ça donne une structure, ça donne un ordre. Qui est qui dans le groupe? Dans les sociétés anciennes, c'était important la hiérarchie. Moi, je fais partie des petits. Et puis un jour, je ferai partie des adolescents. Et un jour, je ferai partie des adultes. Et je vois qui sont les adultes. Et je sais qui est qui. Et c'est rassurant et c'est structurant. Pourquoi les jeunes partent en Syrie ou se tournent vers des groupes très radicalisés? Parce qu'il y a des structures. Parce que c'est marqué. Donc si on veut réintroduire les rites de passage, il faut recréer des communautés. Ça peut être le quartier. Ça peut être toute l'école qui décide de faire vivre ça. Peu importe. Ça veut dire qu'on inscrit une histoire pour l'individu. Vous voyez, c'est pas la même chose si je vis mon rite de passage avec mes amis d'enfance que si je vais à un stage organisé avec des enfants que je ne connais pas, et puis on va me dire que je dois vivre ce rite avec ces jeunes, ça n'a pas la même portée. Donc je ne pense pas que les rites de passage peuvent se vivre dans des stages ou dans des ateliers. Ils ont besoin de se vivre dans une communauté qui veut dire quelque chose pour l'enfant, l'adolescent et même le jeune adulte. Ensuite, le contenu du rite. On a vu, on en a parlé tout à l'heure, voilà, on va essayer de mélanger que la jeune fille, elle puisse, son énergie masculine, elle puisse aussi la vivre un petit peu dans le rite. Mais c'est bien aussi de garder tout ce qui a à voir avec sa fonction sexuelle. Ses premières lunes, quoi faire avec le sang, comment l'accompagner à ce moment-là. C'est difficile, hein. Souvent je vois des parents qui me disent « j'aimerais que ma fille vive ça », mais elle n'est pas intéressée. Pourquoi elle n'est pas intéressée? Parce que ça n'a pas démarré assez tôt. Tout d'un coup, là, il faudrait vite faire quelque chose, alors que pendant 10-12 ans, on n'a rien fait. Dans les rites de passage des anciens peuples, il y avait des notions qui seraient intéressantes de ramener. C'est déjà la perte de la notion du temps. Dans les rites de passage, il y avait la perte de la notion du temps. Un rite de passage qu'on fait beaucoup encore aujourd'hui dans les sociétés amérindiennes, c'est la quête de vision. Où on est isolé, seul pendant un certain nombre de nuits et de jours, et on n'a plus la notion du temps. Ou alors on a juste la notion du temps solaire, le mouvement du soleil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps, moi aussi, vous voyez, j'ai amené mon petit réveil pour être à l'heure. On est tout le temps, vous avez vos téléphones, il y a l'heure. Dans la maison, il y a 2 ou 3 horloges. À la télé, il y a l'heure. Au frigo, il y a l'heure. Une des premières choses du rite, quel qu'il soit, c'est entrer dans un autre temps. Retrouver le rythme solaire, le rythme nuit et jour, qui est le rite de passage qu'on vit tous les jours. Donc vous pouvez commencer avec vos enfants, avec des petits rites de passage tous les soirs. Et vous devez certainement le faire. On raconte une histoire. On a la petite bouillotte, le petit doudou. C'est un rythme. C'est un rite de passage. Donc dans les rites de passage, dans les rites de cohésion, on abandonne le temps. On dit, on se retrouve à la tombée de la nuit. Ça va durer jusqu'à ce que ça durera.
c'est la nature qui nous donne le rythme. Dans les rites de passage, on ne fait pas tellement intervenir l'intellect. Vous imaginez un rite de passage où il faudrait résoudre une équation. Les rites de passage doivent nous ramener dans des fonctions instinctives. Même s'il y a des exercices d'habilité, d'agilité, mais ça nous renvoie beaucoup à l'instinct. Voilà. On amène les jeunes dans la forêt, ils doivent retrouver leur chemin. C'est-à-dire vraiment revenir à des forces qui nous habitent et qui n'ont pas à voir avec l'intellect. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait recréer, hein, des rites où les enfants ou les jeunes adolescents vont aller chercher à l'intérieur d'eux la volonté. Aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, il faut beaucoup de volonté émotionnelle. J'ai pas de travail, donc il faut que j'ai la volonté d'essayer d'en trouver. Ce que vivent les enfants et les jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup de difficultés émotionnelles. Les parents divorcent, j'ai des difficultés à l'école, on me dit qu'il faut que j'apprenne. J'y arrive pas, je me décourage. Ce qui va beaucoup aider ces jeunes, c'est aussi de pouvoir développer la volonté physique. Le fait qu'ils aient des exercices dans lesquels ils vont y arriver. Et ils seront reconnus dans ce qu'ils ont fait. Dans les rites de passage des anciens temps, c'était toujours dans la nature. C'est difficile pour moi de concevoir des rites de passage aujourd'hui dans une salle. On a besoin d'aller à ces moments de fragilité intérieure, on a besoin d'aller prendre la force dans la nature. Donc souvent, les enfants et les jeunes étaient amenés dans des lieux qu'on dit des lieux de pouvoir, à la cascade, à la rencontre de deux fleuves, dans le désert, dans la forêt. C'est-à-dire que là, de nouveau, il y a vraiment cet aspect de nettoyage par les forces de la nature et de renforcement de l'individu. Vous avez des idées de ce que ça pourrait être, des rites de passage aujourd'hui? Par exemple, pour un adolescent, de dormir seul à l'étoile, ou d'être une nuit seule dans la forêt. Oui, tout à fait, oui. S'il y a un groupe, s'il y a une communauté qui est témoin de ça. J'ai une question. Mais est-ce qu'il ne manque pas dans notre monde aujourd'hui ce regard bienveillant, justement, qui valorise l'être dans son évolution verticale? Ouais. Comment tu le verrais, ce regard bienveillant? Je ne sais pas, après c'est un peu difficile pour moi de trouver les bonnes égalités, non, mais rien que dans le donner, recevoir, de penser à l'autre, donner le meilleur pour l'autre, donner ma plus grande partie à manger pour l'autre. Ouais. Je ne sais pas comment c'est vécu aujourd'hui. Tout à fait, hein, ça c'est aussi une partie dont c'est bien que tu en parles parce que je l'ai oublié, c'est la partie de don dans les rites de passage. Il y a souvent, surtout à l'adolescence, le jeune est invité par exemple à préparer à manger pour sa famille. Donc il y a vraiment une valeur de don de soi qu'on va retrouver énormément à l'adolescence. Les jeunes, quelque part, ont toute cette énergie à mettre en avant. D'autres idées de ce que ça pourrait être des rites de passage aujourd'hui? Peut-être que vous en avez vécu. Aujourd'hui, on vit des situations qui n'étaient pas vécues tellement par nos ancêtres, qui s'appellent le chômage, qui
s'appellent des maladies graves qui se prolongent, qui s'appellent des divorces. On n'a pas parlé des rites de divorce. En général, dans les sociétés anciennes, ils étaient assez rapides. On prenait la couverture, on la déchirait, on prenait tous les objets qui avaient symbolisé le mariage, on les déchirait, on les découpait. Et ça montrait qu'on était divorcés. On ne s'attardait pas trop sur les rites de divorce, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux. Mais aujourd'hui, vous voyez, on vit énormément de changements, et on les vit seuls. On les vit avec quelques amis qui nous aident, ou un thérapeute qui nous accompagne. Mais imaginez quelqu'un qui vient de perdre son travail, et qui voudrait se réorienter vers autre chose. Et pourquoi on ne lui proposerait pas un rite de passage? Dire au revoir à l'ancien travail, un rite de séparation. Et retrouver de la force et de l'énergie pour entrer dans quelque chose de nouveau. Pourquoi les divorces ne sont pas accompagnés de rites? Pourquoi on ne célèbre pas la fin de quelque chose, on ne le marque pas rituellement? Et le fait d'entrer dans un nouvel espace, de redevenir célibataire, par exemple. Je vais regarder qu'est-ce que j'avais mis encore. Des petites idées de ce que ça pourrait être les rites. Nous, on a, dans le cadre de ce qu'on propose par ici, on a des gens qui nous demandent de temps en temps des rites. Il y a les rites où on a, par exemple, envie de changer de prénom. De temps en temps, il y a des personnes qui demandent ça. Dans les sociétés anciennes, c'était fréquent de changer d'appellation, de changer de prénom. On n'était pas obligé de garder son prénom toute sa vie. On pouvait changer, spécialement dans l'enfance, on pouvait en avoir différents. Il y a pas mal de gens maintenant qui ont envie d'avoir des nouveaux prénoms, des nouveaux noms, et on peut faire des rites liés à ça. Essayez, si ça vous a touché, ce propos, avec vos enfants, d'introduire des petits rites avant le repas. C'est une période de changement. Quand je rentre à la maison, je passe du travail à l'état de repos. Je passe de l'extérieur de la maison à l'intérieur de la maison. Comment j'entre chez moi? C'est un rite de passage. Il y avait beaucoup de rites de passage qui étaient liés à la porte, passer sous une porte. Et la porte me retenait, faisait office de séparation. Elle retenait tout ce que je laissais derrière moi. Le rite de passage peut être simple, mais il est juste là pour nous dire, tiens, il y a un changement. Alors cette histoire, elle se passe dans bien longtemps, quand l'être humain a disparu de la planète, parce qu'il ne s'est pas très bien comporté avec elle. Mais il y a des espèces qui ont survécu, et notamment les petites espèces, elles sont très résistantes. Et ça se passe dans Souriville, la ville des souris. Et il y a une souris qui s'appelle Jérémie. Et c'est une souris comme les autres souris. Elle passe sa journée à chercher sa nourriture, à fouiner à droite, à gauche, à se méfier des grands prédateurs. Mais Jérémie, elle a quelque chose de particulier. Il a quelque chose de particulier, c'est qu'il entend dans sa tête un bruit. C'est un vombrissement, comme un bruit sourd. Puis à un moment, ça prend vraiment beaucoup de place. Alors il demande à d'autres souris, tu l'entends toi aussi, là, le bruit dans tes oreilles? Ah, tu m'embêtes avec tes histoires, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Et toi, tu l'entends? Ah oui, je l'ai entendu, mais si tu fais pas attention, ça va disparaître. Mais Jérémie, il n'a pas envie de pas faire attention. Et un jour, il dit, allez, moi je vais suivre le bruit. Je remarquais que certains endroits, il est de plus en plus fort. Alors il va et il suit le bruit, et ça l'amène à la sortie de la ville. Là, il est un peu paniqué, il n'a jamais été à la sortie de la ville parce que c'est dangereux.
il y a les grands aigles. Il est là, à la sortie de la ville, et il y a un petit castor qui vient vers lui. Il dit tu fais quoi, toi, la souris, là, loin de chez toi? Eh ben, j'entends un bruit dans ma tête. Ah oui, c'est le bruit de la rivière. La quoi? La rivière? Non, la rivière. Tu connais pas la rivière? Mais viens avec moi, j'y vais justement. Et voilà que Jérémie est embarqué avec le castor vers la rivière. Puis Jérémie, il se dit, oulala, là je suis loin de chez moi. Il faut qu'il se donne du courage. Il se dit, je crois que si je trouve plein de noisettes là vers la rivière, ce qu'il me dit là, la rivière, tout le monde sera fier de moi. Donc j'y vais, il se donne du courage comme ça. Et il arrive à la rivière. Wow, alors là, il entend le bruit, il n'entend que ça. C'est énorme, il y a des bouts de bois, il y a des remous, et il y a des pierres. Oh, il est là, il trouve ça tellement puissant, tellement beau. Et le castor lui dit, moi je te laisse là, hein, j'ai plein de choses à faire, des rivières à remonter, là et tout. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu demandes à Dame Grenouille. C'est la reine de la rivière. Alors Jérémie, il est là, il regarde tout, et puis il se penche, et il voit une souris dans la rivière. Et en fait c'est lui, mais il ne sait pas. Et il lui dit, mais t'es là toi dans la rivière? Et là, Dame Grenouille, elle l'entend, elle lui dit, oui, je suis là. Oui, je suis là. Je suis tout le temps là, sauf l'hiver. L'hiver, je suis sous la terre. Et Dame Grenouille, elle lui dit, hé Jérémie, tu veux une médecine? Une médecine? Mais c'est quoi ça? Mais c'est la journée de tous les oui. Jérémie, il a dit oui à tout ce jour-là. Alors il dit oui. Et la grenouille, elle lui dit, alors Jérémie, tu vas te mettre sur tes pieds arrière, comme ça, et sur tes petites pattes arrière, comme ça, et tu vas pousser de toutes tes forces. Alors Jérémie, il fait ça, il se met sur ses petites pattes arrière, il pousse de toutes ses forces, et là, il se trouve propulsé très très haut. Et là, au loin, il les voit, les montagnes sacrées. Il les voit, elles sont énormes, elles sont puissantes. Et il retombe dans la rivière. Il est un peu vexé parce qu'il est tout mouillé, il ne sait pas nager, il revient comme ça. Et elle commence à être en colère, il veut tout de suite être en colère, parce qu'il est un peu vexé. Et Dame Grenouille lui dit, t'as vu quoi? Tu les as vus? Mais alors, c'est pas la peine d'être en colère, t'as vu les montagnes sacrées? Et Jérémie dit oui. Alors elle lui dit, maintenant tu t'appelleras Jumping Mouse, la souris qui saute. Et Jérémie est trop content. Jumping Mouse, maintenant il s'appelle. Alors il est là, il a vu la rivière, il a vu les montagnes, il est mouillé comme un rat, mais il rentre chez lui persuadé qu'il va être accueilli comme un héros. Mais bien sûr, personne ne s'intéresse à son histoire. Au contraire, les souris qui sont mouillées, en général, c'est qu'elles ont été mangées par un animal, qu'on les a vomies parce qu'elles n'étaient pas bonnes. Donc non seulement il n'est pas un héros, et en plus il a un bizarre, un pas bon. Alors Jumping Mouse, il reprend sa vie de Jérémie. Ses petits grignotages, sa peur des aigles. Mais un jour, il se rappelle de la rivière. Il se rappelle qu'il est Jumping Mouse. Et il dit, moi je retourne. Et il repart à la sortie de la ville. Et là, il est tout seul, il n'y a pas de castor. Mais cette fois-ci, c'est pas la rivière qu'il veut aller. Il veut aller aux montagnes sacrées. Il y a les grands aigles. Alors il marche comme ça. Il va de buisson en buisson. C'est un peu la nuit, c'est la tombée du jour. Il se cache. Et il arrive dans un endroit, c'est très très beau. Il y a des petits bouquets de sauge, il y a des petites mares, pour lui c'est des lacs. Il dit, mais c'est beau cet endroit, c'est beau, je vais me reposer là. Et là, il y a un ancêtre souris qui arrive. Il lui dit, hey, qu'est-ce que tu fais là, le petit? C'est chez moi ici, mais tu es le bienvenu. Je suis l'ancêtre. Je connais
tous les gens qui vivent ici, mais je ne les ai jamais rencontrés. Je les connais, je sais ce qu'ils font. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, moi je vais vers les montagnes sacrées. Et tu connais la rivière aussi? L'ancêtre dit, oui, je connais la rivière, mais j'y suis jamais allée. Et les montagnes sacrées, non, ça n'existe pas. Ce sont des chimères. Reste avec moi, petite souris, je t'apprendrai tout. Tu seras en sécurité avec moi. Tu pourras lire tous les livres, tout savoir sur tout le monde. Je te protégerai. Mais Jumpy Mouse, il a une autre quête. C'est les montagnes sacrées. Alors il laisse l'ancêtre, il se repose la nuit, et le lendemain il repart. Il arrive vers la grande plaine, et là c'est difficile de traverser parce qu'il y a de moins en moins d'arbres, de moins en moins de buissons, et les grands aigles, ils sont là. Alors il avance, et tout d'un coup, il bute sur une espèce de forme énorme, comme ça, pleine de poils. C'est un bison. Alors Jumping Mouse, il a l'habitude, maintenant il saute, hein, mais là il grimpe. Il va vers la tête du bison et il lui dit, et qui tu es toi? Le bison dit, je suis un bison, mais je suis très très malade. Et pour guérir, j'ai besoin d'un œil de souris. Et je ne sais même pas qui c'est une souris. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Et là, Jumping Mouse, il dit, mais là, moi je suis une souris. Lui, il dit qu'il veut un œil de souris, mais il ne sait pas que je suis une souris. Alors là, il descend, ça va tout à l'heure dans sa tête. Il dit, mais moi je suis tout petit, et lui, il est tellement grand, il doit être très important. Moi, je suis rien à côté de lui, il faut que lui, il vive. Alors il est là, et puis il remonte vers l'oreille du bison, et il ne sait pas d'où ça vient, là, de ses tripes, de son cœur, et il dit au bison, je suis une souris, et je te donne mon œil. Aussi dit, aussi fait, l'œil de Jumpy Mouse se ferme et le bison retrouve toute sa force. Le bison lui dit « Merci, tu es mon frère, je vais t'accompagner dans ta quête. Tu te mettras sous moi et je te ferai traverser toute la plaine et les aigles ne te verront pas. » Et voilà notre Jumpy Mouse, un œil en moins, sous le bison, traverse toute la plaine. Au bout de la plaine, c'est le début de la nuit des montagnes sacrées. Le bison lui dit, moi j'ai plus les pattes pour aller dans la forêt, c'est plus mon territoire. Je vais te laisser là. Et le bison s'en va. Jumpy Mouse, un seul œil, il s'engage dans la forêt, il se cache comme il peut, il avance. Et tout d'un coup, là, il le voit, c'est le loup qui est endormi. Jumpy Mouse s'approche, il lui dit « Et le loup, là, réveille-toi !» Et le loup, il se réveille, il dit « Mais qui je suis? Toi qui tu es? Où je suis ?» Et Jumpy Mouse lui dit « Le loup, tranquille, tu es le loup. »« Ah, je suis le loup. » Et il se rendort. Et Jumpy Mouse se réveille, il lui dit réveille-toi. Ah, mais qui je suis? Le loup avait perdu la tête. Il était très mal. Jumpy Mouse lui dit mon ami le loup, je sais ce qui pourrait te guérir. Et là, ça vient du plus profond de son ventre, ça vient du plus profond de son cœur. Il lui dit je te donnerai mon deuxième œil et tu seras guéri. Et aussi dit, aussi fait au fait, le deuxième œil de Jumpy Mouse se ferme et le loup retrouve sa mémoire. Il retrouve la clarté de son esprit. Et il lui dit, mon ami la souris, merci, tu es mon frère. J'étais perdu, j'avais perdu mon identité. Tu m'as aidé à la retrouver. Je vais t'accompagner jusqu'aux montagnes sacrées. Tu monteras sur mon dos, tu t'accrocheras à mon cou, et je serai tes yeux et je serai tes pattes. Et voilà Jumpy Mouse à cheval sur le loup qui traverse toute la forêt. Mais je dois te laisser. Jumpy Mouse, aveugle, passe toute la nuit là à attendre.
Le lendemain, il entend le bruit des oiseaux. Ça lui dit que le jour est levé. Il sent un tout petit peu la lumière là sur ses petites moustaches, le vent du matin. Mais il sait que ses jours sont comptés. Parce que déjà, il les sent là, les grands aigles, qui volent au-dessus de lui, de plus en plus près, de plus en plus près. Et tout d'un coup, il sent les serres de l'aigle qui le poignent, qui le serrent, et qui le soulève et qui l'amène très 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 haut dans le ciel. Et Jumping Mouse sait que c'est la fin pour lui, mais il est dans le ciel. Et là, tout d'un coup, il se souvient de Dame Grenouille, qui lui avait dit hey, tu veux une médecine. Et là, serré dans les griffes de l'aigle, il se met sur ses petites pattes arrière, il pousse et il pousse et il pousse très fort et il se dégage des griffes de l'aigle. Et là, il plane, il plane, il plane, il plane. Et tout d'un coup, il sent que ses yeux s'ouvrent et il peut voir tout autour de lui. Et derrière ses petites pattes, il sent quelque chose qui pousse. Et ce sont des ailes. Et il vole, il vole. Et en bas, il voit le lac. Et Dame Grenouille qui lui dit « Hey, Jumpy Mouse, ça y est, tu es devenu un aigle. » Voilà. L'initiation d'une souris qui vit au ras de la terre et qui est devenue un aigle qui s'est élevé. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez qu'on parle encore un peu, si vous avez des choses à dire, je reste volontiers à partager avec vous. Sinon, je vous remercie grandement de votre attention. Remercier Jackie qui a filmé et le festival New Earth qui nous a accueillis. Repensez à ça, à ces rites de passage, comment les offrir aux générations qui viennent, comment on pourrait les mettre en place. Merci beaucoup.